Tropic Mag, l'invité du matin. Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous au milieu de cette actualité très riche qui va nous conduire des États-Unis à la Nouvelle-Calédonie, peut-être au Brésil, et puis à la situation aussi en France. En France. On commence par les États-Unis. Ces midterms-là, vous avez vécu ça comment ? J'ai vécu ça comme un produit de la confusion qui règne aux États-Unis. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des démocrates qui ne menaient une campagne que contre Trump. Et de l'autre côté, des républicains, lesquels Trump représentait tout en ne les représentant pas, en laquelle il y avait une campagne contre les migrants. Donc, on a une campagne qui, en rien, n'est en rapport avec la réalité. La réalité, c'est de lever cette tutelle qu'exerce sur la politique, et en particulier aux États-Unis, Wall Street, les mégabanques et GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est de lever cela. C'est eux qui font la politique trumpiste aujourd'hui. Ils ne font pas la politique trumpiste. Trump est une sorte de... Vous savez, ce qu'on appelait en Espagne, à l'époque de l'âge d'or espagnol, quelqu'un qui est un ensemble de miroirs. Il reflète différentes choses en même temps. Donc, voilà ce qu'est Trump. Et Trump a promis la séparation bancaire, il a promis une grande politique américaine inspirée par les économistes de l'entourage de Roosevelt, de Friedrich List, et puis il fera le contraire jusqu'à maintenant. Donc, c'est l'heure de vérité qui est arrivée pour lui maintenant. Qu'est-ce qu'il fera ? Et on le verra dans les semaines et les mois qui viennent. Il est face à son destin maintenant. Parce que les élections n'ont pas changé grand-chose, finalement. Les élections ont donné une majorité démocrate à la Chambre des représentants. Oui. Mais avec quel pouvoir ? C'est ça la question. Avec peu de pouvoir et une majorité assez faible, plus faible qu'on ne l'estimait. Et les républicains ont gagné 3 sénateurs. Donc on est dans une espèce de chose extrêmement... Vous savez, la politique, et en particulier aux États-Unis, c'est comme les bourses, c'est volatile. Aujourd'hui, on joue sur les bourses, sur ce qu'on appelle le VIX, c'est-à-dire c'est le risque couru par les bourses, la volatilité. Donc on joue sur ça, on ne joue même plus sur des actions, même plus sur les obligations, on joue sur ce qui est volatile, est-ce que ça va bouger, est-ce que ça ne va pas bouger. C'est entièrement dominé par les banques et par des algorithmes, donc par GAFAM, c'est entièrement tenu par cela. Et on peut dire que la politique aussi. Donc quelqu'un comme Trump, qui est absolument incontrôlable, peut être un facteur de différence dans le domaine politique. Je ne sais pas, personne ne peut le savoir. Et du côté démocrate, il y a une montée de gens qui sont aussi pour le Glass-Steagall, pour la séparation bancaire. Alors, comment tout ça va s'arranger ? Qu'est-ce que ça va faire aux États-Unis ? Je ne sais pas. Le problème, c'est ici en France, où on devrait, par rapport à tout ça, avoir une politique d'indépendance nationale, de vrai, une politique de détente, d'entente et de coopération avec les autres pays du monde, de revenir à la politique qu'avait Pierre Mendès France ou Charles de Gaulle. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Et on a une occasion formidable qu'on est en train de perdre parce qu'il y a cette question aux États-Unis et il y a les nouvelles routes de la soie en Chine qui sont une occasion extraordinaire de changement de cet ordre mondial où un peu... comme il a été dit dans ces occasions, dans cette élection américaine, on pense que le vainqueur peut rafler toute la mise. Oui. Or, c'est pas du tout le cas. Cette nouvelle route de la soie qui a été l'objet d'un séminaire très intéressant d'ailleurs de l'Institut Schiller cette semaine. Oui, disons qu'on l'aime ou pas, c'est une possibilité nouvelle pour le monde d'avoir un système gagnant-gagnant qui est dans la tradition de quelque chose qu'en Chine on appelle tianxia, c'est-à-dire un système où tout ce qui est sous le ciel peut s'unir. Alors en France, on dira, mais oui, mais les Chinois, en fait, veulent exercer un empire sur le monde, c'est une fausse bienveillance. Bon, moi, je ne le pense pas, mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix face à ce système, disons, impérialiste qui est en place et qu'on voit avec, je crois, la caractéristique la plus claire, c'est Bolsonaro au Brésil. Tout à coup, on voit arriver quelqu'un qui est Pinochet 3.0. C'est-à-dire c'est Pinochet, son conseiller Paulo Guedes, et de l'école de Chicago, la même qui a été influente autour de Pinochet. Donc on a la même chose, avec en plus quelque chose de beaucoup plus grave, et c'est grave si on considère les enjeux électoraux que vous avez développés, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas un coup d'État militaire, c'est le peuple oui, parce qu'il a été élu, Bolsonaro. Il a été élu. Voilà. Il n'avait pratiquement pas d'électeurs il y a 1 an, et même il y a 6 mois. Donc tout à coup, la peur du désordre, la peur
l'insécurité, toute la corruption qui règne dans la politique brésilienne partout. Et le procureur, Sergio Moro, qui a lancé cette opération de façon absolument inouïe. C'est-à-dire qu'on a visé directement Dilma Rousseff et Lula sans viser les autres. Donc c'est une opération inouïe. On a utilisé la justice pour mettre en place un fasciste au pouvoir au Brésil. Oui. C'est quelque chose d'absolument inouï. Mais quelles conséquences sur l'ensemble de l'Amérique latine maintenant? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste des dirigeants comme en Bolivie. Evo Morales, Evo Morales, c'est encore quelqu'un qui représente cet intérêt du peuple. En Équateur, ça tourne un peu au vinaigre. Au Mexique, il y a López Obrador. Alors c'est intéressant parce qu'il a défié Trump de façon intéressante. Il a dit à Trump a dit qu'il était d'accord. On verra. Il a dit, moi, je crée des emplois ici au Mexique pour l'infrastructure, pour le développement du Mexique, à condition qu'il y ait une aide américaine. Donc on verra si ça se produit. Mais lui est un homme, me semble-t-il, López Obrador, qui est un homme de gauche réaliste. Alors peut-être on pourrait rêver mieux, mais on a quelque chose là-bas au Mexique, au moins, qui est très différent de ce qui se passe au Brésil. En tout cas, est-ce que la finance internationale a joué un rôle dans ce qui s'est déroulé au Brésil? Oui, c'est très clair. Toute l'enquête de Moro, du procureur, a été informée par le FBI, par les milieux du FBI qui sont liés à Wall Street, par tout cette... Alors, on dira, oui, mais c'est conspirationniste de dire ça. Non, c'est une réalité et on a les preuves, on a documents en main, ce qui a été communiqué à Moro pour qu'il puisse suivre son enquête et éliminer Dilma Rousseff, Lula. Ça ne veut pas dire que Dilma Rousseff et Lula étaient parfaits. Hein. C'est comme Kirchner en Argentine, ils n'étaient pas parfaits. Mais ça représentait quelque chose quand même qui, relativement, fonctionnait dans l'intérêt du peuple. Mais qui n'a pas su créer une politique au-delà de l'enjeu proprement régional, local, qui n'a pas su aller à une politique monde. Et aujourd'hui, le défi, c'est une politique monde. Et c'est là que la France devrait jouer un rôle et qu'elle ne le joue pas. Elle ne joue pas, pourquoi? Parce que il y a au gouvernement une équipe restreinte de gens qui sont publics-privés et qui sont maintenant de plus en plus privés, qui sont des gens qui ont été mis au pouvoir par cette espèce de, je dirais, certains l'appellent la caste cannibale, d'autres l'appelleront autrement. C'est des gens qui ont toujours joué le jeu des intérêts financiers en espérant les rendre plus agréables, plus sociaux, mais qui ne sont pas sociaux. Quand on voit tout ce que la politique française intérieure, elle révèle tout à fait ce qu'elle n'est pas à l'international. Alors justement, parlons de cette politique française intérieure, la CSG, la hausse des prix du carburant, tout ça est en train de créer un climat de colère dans le pays. Un très fort climat de colère, parce que le gasoil, c'est 23% de hausse en un an, et l'essence 15%, plus le gasoil qui n'est pas pour les véhicules, oui, pour le BTP. Oui. Ça, c'est hausse de 50%. C'est donc plus que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là. Non, c'est invraisemblable. Je dis que pour ce gouvernement, l'essence est en train de dépasser l'existence. On est dans une période où ce mécontentement... Alors, ce mécontentement est dangereux parce qu'il se base toujours sur des choses réelles, mais qui ne touchent pas aux causes essentielles. C'est un effet d'une politique. Si on veut toucher aux causes essentielles, il faut aller à ce système international de banques avec ses alliés et ses collaborateurs en France. Hein. Il faut toucher à ça. Or là, on voit les gilets jaunes se succéder aux bonnets rouges. Et c'est une politique où même, vous voyez, la France insoumise, ne sait pas comment se déterminer parce qu'elle dit on est fâché mais pas facho. C'est les fachos qui organisent ça. Et voyant en particulier Dupont-Aignan, les partisans de Dupont-Aignan, qui sont engouffrés là, représentant une nouvelle forme, je dirais, de l'extrême droite, dans laquelle, je regrette beaucoup de le dire, mais dans laquelle Dupont-Aignan est tombé, en espérant être le leader de toutes les droites. Alors, je ne sais pas, il le sera, je pense, jamais, mais il crée une situation où de plus en plus un état d'esprit dans les classes moyennes dépourvues se crée dans le pays. C'est un peu ce qui s'est produit en Amérique latine. Oui. Je ne veux pas comparer les choses. Vous êtes contre cette récupération, là? Oui, cette récupération-là me paraît quelque chose de très dangereux, parce qu'elle touche aux effets et pas les causes. Vous savez que Bossuet disait un jour que Dieu se rit
de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et en fait, on est des gens, personne ne traite ces causes dans la vie politique française comme ils ne les ont pas traitées aux États-Unis. Alors Trump, qui a un certain nez, a dit il faudra faire la séparation bancaire, il faudra revenir à la politique américaine. Même s'il ne le fait pas. Américaine. Mais s'il ne le fait pas, ça a été tout un discours. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il y a des discours partout, avec des choses justes parfois, mais qui ne sont que des tranches de la réalité et les effets et pas les causes. Et c'est ça qui est dramatique dans la politique aujourd'hui. Cet appel au 17 novembre, là, ça vous fait peur? Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un peu comme ce qui s'était passé avec les bonnets rouges. C'est-à-dire qu'on touche à des gens, il y a 18 millions de Français à peu près qui doivent utiliser leur voiture parce qu'on est dépourvu de transport en commun. C'est la fameuse France périphérique sur laquelle le Front National, Dupont-Aignan, etc. essayent de jouer. Et sur cela, il y en a à peu près 11 millions qui doivent faire plus de 35 km pour aller au travail. Donc pour cela, c'est une charge énorme et on comprend leur mécontentement. Mais évidemment, si personne leur montre où est la source de ce mécontentement, et tout le monde dit écolo, 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 notamment à gauche, ces gens-là deviennent furieux. J'allais dire écolo pipeau. Oui, bien sûr. C'est écolo tant qu'on augmente le prix du diesel pour les gens à qui on a dit d'acheter des voitures diesel et qui maintenant voient tout à coup, au nom de l'écologie, leur niveau de vie baisser. Il y a 30 ans, on leur disait c'est bien, et là, on leur dit... Si on voulait créer quelque chose contre une véritable écologie, on ne pourrait pas faire mieux. Et les écologistes eux-mêmes sont complètement aveugles, et ont été complètement aveugles, à ce qui est une réelle politique d'environnement. Et une réelle politique d'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attaquer tous ceux qui détruisent l'homme et attaquent la nature. Ça veut dire attaquer, évidemment, ces milieux financiers internationaux qui promeuvent le gain financier immédiat ou à très court terme contre une vision du monde à long terme et contre une vision du monde qui donne la priorité au travail, à la création humaine et au développement. Donc ça, on le voit, je dirais, d'une certaine manière et avec un certain système que certains en France critiquent, mais qui est en place en Chine, où il y a un développement économique, il y a une croissance, et il y a une politique maintenant environnementale en Chine. Ils ont moins des efforts, ils étaient allés très loin dans la destruction de l'environnement, maintenant ils sont en train de revenir sur ça. Pékin n'est plus dans le noir. Ça, je ne sais pas si ça restera longtemps, je ne mettrai pas ma main au feu pour ça. Mais on essaye de limiter tout ce qui était les industries extractives, notamment le charbon qui pèse très lourd en Chine, et on fait, il faut bien le dire, le nucléaire. Et c'est là que les écologistes, avec leur, disons, obsession antinucléaire, ratent complètement le coche des choses. Parce que le nucléaire, c'est de la création humaine, hein, et comme toute création humaine, plus elle se développe, plus elle va loin, plus elle peut être dangereuse. Donc il faut la rendre pas dangereuse. Ça suppose une politique du nucléaire qui soit un nucléaire citoyen, mais qui soit basé sur les formes les plus avancées du nucléaire. Et j'ai discuté avec certains écologistes du passé qui disent oui, la fusion nucléaire, il faudrait y arriver. Vous avez raison, mais on ne peut pas trop le dire, d'une part, et d'autre part, il faudra 30 ou 40 ans. Moi, je pense que si on était vraiment déterminé à avoir une forme de production qui n'est pas polluante et qui est une production qui coûtera beaucoup en investissement au départ, mais qui rendra l'énergie très peu chère à l'arrivée, ben, on peut le faire, et on peut le faire en peut-être 10 à 20 ans. En France, on dit échéance 2080. Bon, je crois qu'on peut le faire beaucoup plus vite. Et sans cela, quel est le choix, hein? Le choix, c'est de faire ce qu'on est en train de faire avec le diesel, c'est-à-dire réduire le niveau de vie pour pouvoir faire une politique écologiste. C'est aberrant, ça ne marchera pas, et ça peut amener une bolsonarisation, quelque part, de la politique. C'est ça que je crains. Et des désordres, bien entendu. J'ai lu vos commentaires après le référendum en Nouvelle-Calédonie. Je dis bien le premier référendum. Et vous dites, tout reste à faire. Tout reste à faire. Oui. Parce que quand on voit ce vote, l'inégalité entre le Nord et le Sud, il y a une inégalité économique patente, il y a un vote pour le oui, qui est le vote des régions, des communes qui sont à majorité kanak, et même dans le Sud, les 4 communes à majorité kanak ont voté oui. Donc on a 40% de la population, qui sont les Kanaks, qui votent oui à l'indépendance, et le non est au Sud, et en particulier 80% à Nouméa, dans la capitale, avec un système très déséquilibré entre le Nord et le Sud, Nord peu habité.
Donc c'est une situation explosive à venir. Pourtant, le président Macron a dit qu'il avait une certaine fierté à l'issue de ce référendum, son Premier ministre également. Parce qu'il a aussi une certaine fierté pour l'ex-maréchal Pétain, dont il pense qu'il était un bon soldat. C'est ce tas de fierté nationale égarée. La fierté serait de développer la Nouvelle-Calédonie vraiment et de réduire les inégalités. Elles sont énormes. Et surtout de combattre, et on arrive toujours aux causes, de combattre ces familles, ces conglomérats familiaux qui dominent l'alimentaire et l'énergie. C'est exactement la même chose dans les Antilles d'ailleurs. C'est exactement la même chose en Guadeloupe. Dans tous les Outre-mer. Dans toutes les Outre-mer. On a laissé ces gens-là en place. Et la vraie, quel que soit le statut futur de la Nouvelle-Calédonie, si on n'attaque pas ça, à la longue, on aura soit la guerre civile et probablement l'indépendance. Donc, si on voulait vraiment, et si on était honnête à ne pas vouloir l'indépendance, on traiterait ces questions-là. Et on traiterait la question culturelle kanak aussi, auquel il faut redonner un sens de l'histoire. Vous dites qu'il faut redonner l'espérance à la communauté kanak. Des emplois, la reconnaissance plus grande de leur culture, et en particulier, on a fait des lois pays. Il faut que les lois pays développent vraiment le pays. Si ces lois pays ne développent pas le pays, ils diront on veut le contrôle régalien, on voudra pouvoir s'occuper, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui reste du domaine de la France. C'est quoi ? C'est les relations extérieures, c'est l'armée, c'est la police et c'est les relations financières. Donc ils voudront reprendre le contrôle de cela, et c'est normal. Si on ne fait pas une politique dans les circonstances actuelles qui permettent le développement, ils voudront reprendre les rênes de leur développement. Alors, je ne sais pas comment ça pourra se passer, parce que les Kanaks sont 40%, les Européens sont un peu moins de 30%, et puis il y a les autres, les Futuniens et les Wallisiens, qui sont quand même pas mal, et les autres qui sont, à part tout cela, qui sont à peu près 20 à 25%. Donc, comment créer un vouloir vivre en commun ? Comme on dit, on parle beaucoup de vouloir vivre en commun, généralement c'est le blablabla. Là, comment le créer ? Comment créer quelque chose où ces gens soient un creuset de communautés qui vivent ensemble ? Et ça sera le défi du futur. D'ailleurs, même certains indépendantistes kanaks l'ont reconnu en disant il faudra l'indépendance avec une interdépendance. Nous disons il faut aller plus loin. Il faut penser une Nouvelle-Calédonie inscrite dans la mer, dans l'océan dont elle est entourée, un principe océanien qui est un principe de voyage, de convivialité, de négociation. C'est ce que vous appelez retrouver l'esprit d'une culture océanienne ? L'esprit d'une culture océanienne. C'est une culture de la discussion où, si on est honnête des deux côtés, on arrive à une solution. C'est ce que Michel Rocard avait compris en 1988, après OVA. Il avait compris, il a réussi à le mettre en place. Mais cet état d'esprit ne s'est pas incarné dans la réalité de la société calédonienne. C'est ça le problème. Il y avait au départ un choix qui était un bon choix, mais ça ne s'est pas incarné. Or, aujourd'hui, si ça ne s'incarne pas, il y aura en Nouvelle-Calédonie quelque chose qui peut devenir très dangereux. Et qu'est-ce qui pourrait justement faire retrouver cet esprit ? L'autorité de l'État français qui s'impose à la population d'origine européenne. Mettez-vous à la place des gens en Nouvelle-Calédonie. La vie est très chère. Pour l'alimentaire, ça varie, selon ce qu'on m'a dit, entre 40 et 80, 90% plus cher qu'en France. Les gens n'ont pas les revenus. Bien que la Nouvelle-Calédonie, en revenu moyen, soit au-dessus de tout ce qui l'entoure, mais en réalité, c'est un revenu moyen. Les gens qui ont de faibles revenus n'arrivent pas à se procurer l'alimentation qui est nécessaire à leur vie. Donc ils vivent mal, ils s'alimentent mal. Donc il y a un problème d'alimentation. Et ces groupes familiaux qui contrôlent le marché font en sorte... Se remplissent les poches. Se remplissent les poches. Oui. Et investissent ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est ça l'autre aspect. Ils investissent en France, parfois dans d'autres pays européens. C'est-à-dire c'est l'argent qui est pris aux Calédoniens qui va s'investir ailleurs. C'est un peu ce qui est arrivé en Bretagne d'ailleurs, si on veut comparer les choses qui ne peuvent pas être entièrement comparées. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelait en termes marxistes, et juste sur ce point, une économie comprador. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe en Afrique. Hein. Oui, et c'est ce qui se passe aussi en Guadeloupe, en Martinique. En Martinique. Oui. En Afrique, c'est le franc CFA qui ruine les producteurs locaux et qui favorise les importateurs. Donc là, on a un vrai problème économique. Mais on a le problème aussi culturel. Vous savez, le premier bachelier kanak, c'est 1900, je crois, 62. 1962. Et la première avocate, c'est il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans. Oui. Alors ça montre une politique qui n'est pas une politique juste. Donc si un pays comme la France, l'État français, n'impose pas une politique juste,
Les autres vont chercher l'indépendance, et c'est normal. Ce que je dis d'ailleurs, si on ne fait pas tout de suite cette politique-là, ce sera fatalement ou la guerre civile, ou l'indépendance, ou les deux. Donc il faut faire très vite quelque chose qui pourra aussi aller vers l'indépendance, mais une indépendance qui sera faite dans le calme, dans le développement mutuel, dans l'organisation. C'est peut-être un rêve, hein, mais c'est vers là où on devrait aller, et surtout, la Nouvelle-Calédonie doit être, disons, immergée, je dirais, dans l'environnement océanien dans lequel elle se trouve, beaucoup plus. Et les nouvelles routes de la Et les soie nouvelles peuvent routes de la l'aider. soie maritime. Oui. Les nouvelles routes de la soie maritime peuvent y aider, oui. Oui. Alors évidemment, on brandit la peur des Chinois. Les Chinois ne sont pas des anges, mais on peut négocier avec eux et avoir un développement de la Nouvelle-Calédonie avec une influence chinoise, je ne dirais pas en population chinoise qui viendrait, je dirais qu'ils envoient 200 000 Chinois pour qu'ils dominent la Nouvelle-Calédonie. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est une politique économique de développement mutuel, et prendre les Chinois au monde, vous avez dit, un système gagnant-gagnant, ben allons-y. Donc ça peut vraiment aider la Nouvelle-Calédonie aussi. Et ça, c'est cet aspect des choses que vous voulez voir pour rompre ce lieu d'inégalité. Ah ben, jusqu'à maintenant, on peut caractériser la politique de la France en Nouvelle-Calédonie comme coloniale. Hein. Il faut dire les mots qui reflètent la réalité. Il faut mettre les mots sur les... Il faut mettre les mots. Et maintenant, il faut sortir de cet environnement colonial. Alors, on n'a pas su le faire en Algérie ou dans les pays africains. Maintenant, la Nouvelle-Calédonie, puisque Macron prétend vouloir tout changer, être renouveau, le futur, on va le faire avec la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, en ce sens, avec ses 174 000 électeurs, c'est peu, mais c'est un signe de l'avenir et dans quel sens on veut que cet avenir aille. Si c'est la justice sociale, l'égalité, le développement mutuel et un ordre gagnant-gagnant avec un environnement qui est l'environnement du monde dans lequel se trouve la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le Pacifique et une économie pacifique avec un P majuscule, une économie océanienne. Tout simplement. Merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.